Salut camarades, ça y est, nous y sommes enfin. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler, après cette vidéo et un paquet de noms propres incongrus à nos occidentales ouïes, des dernières étapes qui séparent encore l'obscur Temujin, seigneur mongol inconnu du grand public, de l'incontournable Chinggis Khan, fondateur du plus grand empire jamais créé. Comment ça, qui ça? Ah bah oui, les occidentales ouïes, Gengis Khan, Gengis Khan, voilà, Gengis Khan, ne me pétez pas mes effets. La dernière fois, nous l'avions laissé s'attaquant au puissant Kereit, leur Khan Toril et son fils Ilrasengum à leur tête. Plus exactement, ceux-ci, soutenus par l'aristocratie stépique hostile à l'ambitieux mongol, avaient décidé d'en finir avec lui suite à sa trop grande prise de confiance et sa volonté de lier sa famille par mariage à la leur. Résultat, il s'est mangé la trempe de sa vie à la bataille de Khalakhaljit en 1203. Enfin, en 1186, il en a pris une qu'il a peut-être rendu esclave pour 10 piges. Donc disons peut-être la deuxième trempe de sa vie. Allez. A-t-il abandonné pour autant? Ah bah non, hein, têtu le Morbac. Il a passé plusieurs mois à panser ses plaies et recouvrer ses forces au bord du lac Baljuna, concoctant inlassablement de nouvelles alliances. L'objectif, lui, reste toujours le même, le Khana Kereit, avant tout. Et dans la foulée, en plus ça assurera ses arrières, l'autre grande puissance locale, les puissants Naiman, qu'il visait déjà quand il était aux côtés de Toril. Voire, après tout, le contrôle de la steppe dans son ensemble. Puis de toute façon, vu le peu qui va rester à soumettre ensuite, pourquoi pas? Outre les quelques neutres, comme les Ongut au sud, les autres aristocrates lui soufflent en effet dans les bronches. Mongols restants, comme Jamukha, ou encore Merkit et Oirat au nord, etc. Et risquent donc de lui péter les rouleaux tant qu'il en subsistera ne serait-ce qu'un seul pour contester son autorité. Suis-je en train de chercher à justifier son insatiable appétit de pouvoir? Non. N'empêche que la menace était réelle. Et en face, challenge accepted. Ainsi, à l'été 1203, bien planqué sur les rives de son marécageux lac Baljuna et entouré de ses meilleurs soutiens avec qui il a passé un serment inviolable contre l'ennemi Kereit, il médite. Il n'est pas non plus suicidaire. Certes, il s'est bien remplumé, et vite, alors qu'en face, Toril n'a plus ses alliés mongols, qu'il avait autrefois accompagnés face au Khan Barjigin, mais qui ont tenté depuis de le renverser à leur tour. Le vieux est donc isolé. Mais même affaibli, la puissance Kereit reste un sacré morceau. Et puisqu'il est désormais sûr que cette fois-ci, s'il se foire, il n'en réchappera pas, il n'a pas intérêt à y aller la fleur au fusil. Enfin, à l'arc. Or, comme on l'a vu la dernière fois, c'est là que réapparaît son frère Khassar. Celui-ci, puissant guerrier et ambitieux seigneur, puisque de l'aveu même du chroniqueur Rashid ad-Din, il aurait volontiers dirigé la steppe lui-même, piété fraternelle ou pas, avait été séparé du clan Barjigin pendant la bataille, s'il n'a pas de son plein gré retourné son aile pour aller bosser pour Toril, avant, dans tous les cas, de se faire piquer femmes, enfants et campements par les Kereit. D'où son retour la queue entre les jambes auprès de Temujin. Et justement, puisque sa femme et ses gosses sont aux mains des Kereit, ça donne une idée au Khan mongol. À l'automne 1203, il fait envoyer, au nom de Khassar et par des hommes à lui pour ne pas éveiller les soupçons, un message à Toril disant qu'il a essayé de retrouver son frère Temujin, mais sans succès. Et puisque le voilà désormais seul sous les étoiles, il est prêt à rejoindre le camp de Toril à nouveau, à condition évidemment de récupérer sa famille et ses biens. Malin. Car pour Toril, l'occasion est trop belle, puisqu'il est alors politiquement assez isolé, voire carrément en péril. Certes, le complot fomenté contre lui par les aristocrates, notamment mongols, comme Jamukha, seigneur des Jajirad, ou Altan, Khuchar et Yekecheren, parents de Temujin, a été déjoué, et les conjurés ont dû fuir à la cour des Naiman, seigneurs incontestés de l'ouest de la steppe. Mais je rappelle que les Naiman sont spécialistes de « je te file des troupes pour que t'ailles foutre le boxon chez les Kereit ». On les a ainsi vus par exemple par le passé soutenir Erkekhara, frère de Toril, pour qu'il détrône celui-ci. Or, parmi les conjurés de 1203, en fuite chez les Naiman, il semblerait qu'il y ait un autre frère de Toril, Jahagambu. Alors d'ici à ce qu'il revienne en force... Bienvenue mon frère. Gracias mon frère. Quietos. Vous croyez où ça ici, hein? Vous allez dire gracias à frère Tobias qui est si bon avec nous. Gracias, frère, gracias. Mais j'aimais mieux ses sœurs. Dans ce contexte donc, trouver un allié, c'est déjà pas mal, dans la mesure qui plus est, où Khassar est réputé très bon guerrier. Mais alors, si ça peut carrément affaiblir son ennemi Temujin, pour le compte duquel d'autres ont en plus déserté Toril entre-temps, si ça peut donc l'affaiblir,
en causant des dissensions familiales dans son clan, voire des désertions au profit des Keraith, c'est absolument tout bénef. Il tombe donc dans le panneau et envoie comme réponse favorable à Khassar une boîte contenant une goutte de son sang mélangée à de la sève, une sorte de serment prêté à distance en gros. Après quoi, pour fêter ça, il fête ça, tout simplement. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Temujin et son armée ont en fait suivi les messagers de Khassar pour mieux surprendre les Keraith dans la foulée, au moment où ils s'y attendraient le moins. Ce qui manque d'ailleurs de foirer, l'envoyé Toril, là, avec son colissimo serment à distance, malgré les précautions des envoyés de Khassar qui essayent de lui faire détourner le regard de l'arrivée des troupes mongoles en lui demandant de jeter un coup d'œil par exemple au sabot d'une de leurs montures boiteuses, il s'en aperçoit tout de même. Il veut donc revenir en toute hâte prévenir son maître, mais heureusement les Mongols le capturent à temps. Et c'est là que Temujin est très fort. La personne d'un émissaire étant sacrée dans la steppe, et sachant que la loyauté de son frère est parfois assez branlante, il fait d'une pierre deux coups. C'est à lui qu'il demande de tuer l'envoyé Keraith de sa main, sachant qu'ainsi il ne pourra plus rejoindre les Keraith. Jamais, même si le cœur lui en dit. On le butera pour ce sacrilège. Fortiche, hein? Toujours s'assurer de la fidélité des siens. You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Et puisque plus rien ne s'oppose à son plan, tandis que les Keraith picolent innocemment de nuit sur les hauteurs de Djejer, près de la Keruren, l'armée mongole et leurs alliés leur tombent sur le rable. Surpris ou pas, les redoutables Keraith, leur clan d'élite en tête, ne se battent pas moins comme de beaux diables. Le combat est féroce. À tel point que la bataille, si on peut appeler ça comme ça, dure 3 jours, jusqu'à ce qu'épuisés, les Keraith se rendent, tandis que Toril et Ilkhasengum prennent la tangente. Ah oui, je suis désolé, ça finit comme ça, c'est aussi con que ça, voilà. Temujin est enfin maître du Khana Keraith maintenant. Enfin bon, enfin maître, ça se discute, on va y revenir. Mais on va y revenir tout de suite, ne me lynchez pas. Pour le moment déjà, il n'est pas là pour la vengeance. Puisqu'il compte bien régner sur les Keraith, il ne va pas les zigouiller comme il l'a fait des Tatars ou des Taïtchut. Il se lance plutôt dans un grand partage des biens et des clans Keraith entre les différents clans et individus qui l'ont suivi ou aidé par le passé. Ainsi, l'une des premières choses qu'il fait, comme promis, est d'affecter au service de la famille de son défunt Tandar Huyildar, le vaillant seigneur suicidaire des Mankrut qu'on a vu faire une charge épique à la bataille de Khalakhaljit la dernière fois, une centaine de Djirgin, les fameux dorés Keraith, des troupes d'élite pour remplacer un seigneur d'élite. Dans la foulée, les deux humbles éleveurs de chevaux Badai et Richlir, qui avaient averti Temujin de l'offensive Keraith contre lui, trahissant en ça leur maître Yekecheren quand même, sont aussi dûment récompensés. Ils reçoivent ainsi la grande tente d'or de Toril, son contenu, le clan d'élite d'Ankhrayit comme garde du corps, et même le statut de Darkhan, sorte d'exemptés fiscaux, pour faire super simple, même un peu trop simpliste, qui peuvent entrer dans la tente du Khan quand ils veulent, touchent une bonne part du butin, et n'ont de compte à rendre à personne s'ils font une connerie. Et ce non seulement pour eux, mais sur 9 générations. Alors je passe un peu pour un con, parce que j'arrête pas de vous dire, oui, Temujin il est comme ça, il est carré, la trahison, il punit de mort, clac. Mais apparemment, quand la trahison est orale et utile à Temujin, là ça va. Mieux, ça rapporte. Mon bon petit Jésus. Bien. Il est mignon, lui. Donc ça avec lui, il n'y aura pas de changement de programme. Fidèle à ses vieilles marottes, il se lance aussi dans une grande politique matrimoniale, épousant Ibaha, une des 2 filles de Jahagambu, le frère cadet de Toril, et marie aussi à son fils Tolui, l'autre fille de Jahagambu, la future fameuse Solgartani. Qui ça ? Eh bien, c'est juste l'un des plus grands personnages de l'histoire de l'Empire mongol, et conséquemment, elle a eu une sacrée influence sur l'Eurasie. Oh, Solgartani, c'est pas grand-chose, c'est juste la daronne de Monkey, Ulegu, Rubilai et Arik-Becheu, et c'est à elle, ainsi qu'à Batu, fils de Jochi, qu'on doit la révolution toluide, où suite à la mort en 1248 du grand Khan Guyuk, fils de Gudei, la branche de celui-ci est définitivement écartée, non sans massacre, au profit de celle de Tolui, en la personne d'abord de Monkey en 1251. Histoire épique et sanglante qui renvoie J.R.R. Martin écrire des oui-oui, et que j'aimerais un jour voir avec vous dans le détail. Oui, parce qu'on avait juste brièvement résumé du temps de Rubruk. Et c'est pas tout. Tolui épouse aussi à ce moment-là une petite fille de Toril, Dokhus Khatun, également l'une des figures les plus influentes de l'histoire eurasiatique médiévale, puisqu'à la mort de Tolui, elle épousera son fils Ulegu par mariage Lévira. Elle accompagnera ainsi celui-ci quand il partira fonder l'île Khana, sur ordre de son frère Monkey, et nestorienne comme Solgartani,
évitera, lors du siège de Bagdad, le massacre des chrétiens de la ville. Dès lors, de nombreux chrétiens du Moyen-Orient, sentant poindre un potentiel nouvel âge d'or chrétien dans la région, je suis censé en parler depuis plus d'1 an et demi avec ces putains d'histoires historiennes, mais on l'a toujours pas fait, je suis au courant. Bref, les chrétiens du coin verront du coup en Elle et en Ulégu les nouveaux Hélène et Constantin de leur temps. Ce qui est assez logique, hein. Hélène est la mère de Constantin, Dorcus Ratoun est la belle-mère d'Ulégu, et sa femme aussi. Ne jugez pas le mariage Lévira. Les émissaires mongols en Europe sauront même exploiter ça dans leur recherche d'alliance, puisqu'ils les présenteront, elle et Sorgartani, comme les filles du prêtre Jean. Ce qui n'est pas incohérent du tout, hein, puisque Toril est associé à ce mythe, on l'a vu. Bref, en gros maintenant Tolui est très bien entouré, et pour parachever cette nouvelle politique matrimoniale, une fille de Toril, Chaurbeki, est mariée soit à Jochi, soit à Temujin. Et ainsi, ces mariages sont autant de manières de se rapprocher de l'ex-famille régnante pour plus de légitimité. Ce qu'il avait déjà cherché à mettre en place pacifiquement quelques années auparavant, mais puisque Toril a voulu la guerre, il l'a eu. Dans le même sens, afin de mieux ménager la transition avec son règne, il favorise aussi Jahagambu, le frangin de Toril, puisqu'il est peut-être le seul parmi les Kereit, en plus des mariages qu'on vient de mentionner, à pouvoir garder ses biens et ses hommes. Temujin le proclame même officiellement second essieu de son chariot. Oui, parce que le Mongol n'aime pas que l'équitation, il aime aussi beaucoup la belle mécanique. Tu vois, j'y sais ma frère. Oh, puis il a une belle sono, attends. Oh, ça claque bien. Hein. Pas terre, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret. Si je te bute, je vais m'en occuper de son corps. C'est une image commune dans la steppe, Temujin s'étant présenté par le passé, par exemple, comme second essieu du chariot de Toril ou de Jamukha. Et en l'occurrence, pour Jahagambu, c'est loin d'être anodin. Si certains pensent y voir le fait que Jahagambu serait depuis tout ce temps l'agent double de Temujin chez les Kereit, après tout, il a plus d'une fois tenté lui aussi de destituer son frère, Christopher Atwood en a, à mon sens, une interprétation plus convaincante. En effet, Jahagambu est un personnage qui, bien que dit lui aussi Anda de Temujin, qui décidément en a un sacré paquet, n'apparaît plus ensuite dans l'histoire secrète. Ce qui est assez étonnant si la première chose que fait Temujin une fois les Kereit vaincus est de faire de lui le second essieu de son chariot, c'est-à-dire le second en importance après lui-même dans son Nulus, son état, sa nation, son peuple-état. Mais je ne vous apprends plus que l'histoire secrète va parfois un chouïa vite en besogne. D'autres sources, notamment le Yuanche, laissent plutôt entendre que Temujin n'est pas monté tout de suite après sa victoire sur le trône Kereit, mais il y a plutôt mis Jahagambu comme vice-roi pour mieux tenir les Kereit, encore rétif à l'idée d'être dominé par les Mongols. Ce qui n'aurait rien d'incohérent si ça fait un bon siècle qu'ils dominent le centre et l'est de la steppe, et donc ont plutôt l'habitude de voir les Mongols comme des sujets, pas comme leurs seigneurs. Ils semblent en effet lui donner du fil à retordre pendant encore 1 an, tandis que Naiman et Merkit, face à son succès grandissant, attaquent aussi régulièrement son Nulus. Il ne peut donc être sur tous les fronts à la fois. Et puisqu'assez vite, Jahagambu se rebellera lui aussi, pensant pouvoir se passer de Temujin pour diriger seul les Kereit, il sera mis en déroute par le fidèle Djurchedai des Uruut, passant de second essieu du chariot à 3e roue du carrosse, et laissant donc le trône parfaitement vacant pour Temujin. L'histoire secrète a juste raccourci. Ce qu'un vulgarisateur normal devrait faire. Mais j'en ai rien à foutre. On lit en effet dans l'histoire secrète, Temujin vainc les Kereit, fait de Jahagambu son second essieu, promulgue des lois, et seulement alors monte sur le trône Kereit. Mais entre le début de cette phrase et sa fin, il y a très probablement eu 1 an. La nuance n'est peut-être pas d'une grande importance aujourd'hui à vos yeux, j'en conviens. Mais quand on parlera la prochaine fois du camp historiographique alternatif, vous verrez que ce petit détail a quand même une importance relativement cruciale. Ou tout du moins éloquente. Bref, comme on vient de l'évoquer, Temujin semble ainsi, avant même de monter lui-même sur le trône, vouloir très vite réformer la vie de la steppe, jetant alors les bases d'un système légal ne concernant plus que la guerre et la répartition du butin, mais aussi les coutumes et la vie quotidienne. Ainsi, selon les termes du chroniqueur persan du XIIIe siècle Atamalik al-Juwayni, il abolit des traditions, comme le vol et l'adultère. C'est une tradition chez nous. C'est la Gaule. Dans le même temps, malgré ses victoires et ses largesses, tous les Mongols ne sont pas encore unis derrière lui. Surtout s'ils touchent aux traditions, j'imagine. Et c'est pourquoi, selon l'historien mamelouk du XIVe siècle Al-Umari, il envoie des messages en tous sens pour les inviter, clan comme sous-clan, mongols comme non-mongols, à le rejoindre de leur plein gré, dès lors que Khana mongol et Kereit sont désormais unifiés. Ceux qui le font librement sont incorporés avec honneur et privilège dans son Nulus, mais ceux qui résistent, en revanche, sont férocement et implacablement combattus, jusqu'à ce qu'ils se soumettent.
C'est sans doute là d'ailleurs qu'il faut placer les incartades des Merkit, Naiman et autres Kereit rétifs qu'on évoquait à l'instant, et ce avant, une fois Djaragambu évincé, qu'un Temujin plus tranquillisé ne puisse enfin fermement poser ses miches sur le trône de Toril. Il était temps. Donc voilà, quand je disais « enfin maître », ça se discutait bel et bien. Mais tout ça ne nous dit pas, justement, ce qu'il est advenu entre-temps de Toril et d'Ilkhasengum. Seuls ou peu s'en faut, ils sont parvenus à s'enfuir grâce à leurs vaillants commandants protégeant leur retraite. Une phrase étonnamment d'actualité. Un geste qui vaudra d'ailleurs aux 10 commandants d'être épargnés par un Temujin respectant toujours les guerriers restés fidèles à leur seigneur et punissant à l'inverse implacablement les traîtres. Bref, dans leur exil, tandis que Toril insulte copieusement son fils, furieux sans doute d'avoir parié sur le mauvais cheval et de se retrouver sur les routes à son âge, il se dirige vers le territoire Naiman, qui, comme on l'a vu, fait souvent office de terre d'asile pour les aristocrates nomades en difficulté. Cela dit, vu que la moitié des gonzes présents à la cour Naiman ont essayé de le zigouiller par le passé et cherchent parfois même encore à le faire, c'est peut-être pas la meilleure destination. Mais bon, il fait bien ce qu'il veut. Ilkhasengum, lui, en ayant probablement marre de se faire insulter par son propre père, se barre à un moment de son côté vers le désert de Gobi pour rejoindre le Tibet, avant de continuer ensuite sa route vers Khotan et Kashgar, où il finira plus tard capturé et tué par un seigneur du coin à force de brigandage avec des bandits locaux. C'est sûr que c'est un peu tristoun, venir de la haute pour finir avec des voleurs de poules, puis c'est rarement le genre d'association qui finit bien. En attendant, son père, maugréant toujours, continue vers la frontière où il s'arrête pour boire un peu de flotte. Arrive alors une patrouille Naiman, à qui il explique qui il est, mais qui ne le reconnaît pas, et dans le doute, le bute, avant d'envoyer sa tête au Khan des Naiman, Taiyang Khan, et à sa femme, Gurbesu, pour vérifier. Oui, ils vérifient après, eux, Peut-être qu'ils prévoient de recoller la tête, je sais pas. En tout cas, le contrôle au faciès chez les Naiman, ça rigole pas. C'est littéral d'ailleurs. À moins, comme le dit le Yuanche, et ce serait relativement plus logique, qu'il ne l'ait précisément reconnu. Je rappelle qu'entre Naiman et Kereit, ça se tire sans arrêt la bourre. Alors le vieux Khan Kereit tout seul au bord d'une rivière, c'est une occasion qui se loupe pas. Mais reparlons un peu justement des Naiman, puisque désormais ce sont eux qui vont nous intéresser. Parce que oui, on va pas se faire d'illusions, Temujin va pas s'arrêter en si bon chemin. Les 8, puisque c'est le sens de Naiman, au sens des 8 clans unis en une confédération, sont les plus puissants dans la steppe. Encore récemment unifiés sous le règne d'Inansha Bilge Khan, ils ont été divisés en deux, ce qui leur est déjà parfois arrivé dans leur histoire, entre ses deux fils Bayrukha, devenu Taiyang Khan, et Boyrukh Khan. Et Gurbesu Khatun, femme d'Inansha Bilge Khan, a, à la mort de celui-ci, épousé, selon la tradition du mariage Lévira, l'un des deux fils, Taiyang Khan en l'occurrence. Comme souvent dans la steppe, quand une femme est intelligente, puissante et ambitieuse, c'est elle qui semble être la véritable dirigeante des Naiman, Taiyang Khan semblant tellement naze et préoccupé uniquement de ses plaisirs, que l'histoire secrète nous dit que ses propres commandants n'hésitent pas à lui rappeler que son père avait dit de lui avant de mourir que de toute façon, il était né mou, voire stupide, selon les traductions. Après, l'histoire secrète présente un petit peu tous les adversaires de Temujin comme mou et stupide. Donc bon. Bref, à la cour Naiman, la tête de Toril est bien reconnue comme celle du vieux Khan Kereit, et les versions divergent un peu. Pour l'histoire secrète, Gurbesu décide de faire honorer la tête par ses belles-filles et la fait recouvrir d'argent, histoire de l'honorer, disons. Tout simplement parce que déjà, elle est mécontente de cet outrage de la part de ses hommes envers un puissant et révéré Khan de la steppe. C'est vrai qu'on a vu meilleur accueil. Que personne ne bouge! Alors, on déguste un vieille merde! Vous allez certainement m'expliquer pourquoi vous avez tiré une balle dans la cuisse d'un de nos plus grands héros nationaux. Comment ça, c'est dégueulasse? Vous voulez que je vous rappelle ce qu'on a fait à la carcasse de Louis IX, disséminée par petits bouts à travers l'Europe entière comme cadeau diplomatique? Bref, la tête, ainsi honorée, apaisée et désormais suspendue au-dessus du trône, sourit alors. Ce qui fait salement bader Taiyang le débile, qui la fout par terre pour mieux la piétiner devant Gurbesu et ses commandants médusés. Pour Rashid ad-Din, qui est peut-être un petit peu plus mesuré, c'est Taiyang Khan qui est furieux contre ses hommes et qui couvre la tête d'argent avant de la suspendre au-dessus de son trône, où elle reste longtemps, nous dit-il, pour mieux l'honorer comme il se doit.
Voilà, dans tous les cas, Toril, il a fini bibelot à prendre la poussière sur une étagère. Comme dirait Paul Rachniewski, telle est la fin déshonorante du dirigeant du puissant empire Kerate, dont même l'Ouest a entendu parler à travers la légende du prêtre Jean. Or un jour, pendant l'hiver 1203-1204, Taiyang Khan demande à la tête, parce que pourquoi pas, de parler. Celui-ci évidemment ne lui répond pas, faut pas déconner, mais elle lui tire quand même la langue. Plusieurs fois, ce que Taiyang Khan et ses officiers, mais je peux le comprendre, prennent pour un mauvais présage pour les Naiman. C'est un miracle si nous ne cessons pas d'exister, disent-ils. Ah bah de fait, les cocos, vous êtes les prochains sur la liste, à tel point que c'est bel et bien chez eux que se sont réfugiés les derniers opposants à Temujin chassés de leurs terres. Tatars ou Taïchut survivants, si tant est qu'il y en ait encore, Altan, Khutchar et Jamukha bien sûr, mais aussi Alin Taishi, l'un des 4 grands commandants Kerate, devenu chef des Kerate insoumis. À ne pas confondre avec Yanluk Melan Khan, évidemment. Ils peuvent aussi compter sur certains seigneurs encore maîtres en leur territoire, comme l'increvable Torto Abeki, des Merkites, qu'on a beaucoup croisé par le passé, Khudu Khabeki, des Oirat, anciens membres de la coalition anti-Temujin de 1201, et des clans mongols encore insoumis, comme les Durben, les Khatagin, les Seljout, etc. Consultant ainsi tout ce beau monde autant que ses propres dignitaires, Taiyang Khan s'inquiète de la montée en puissance du redoutable mongol dans le reste de la steppe. Venant d'évincer le puissant Khan Kerate, il n'y a pas tellement de raisons qu'il s'arrête à la frontière des Naiman, quand bien même ceux-ci sont encore à l'époque les plus puissants, les plus riches, et peut-être encore même les plus nombreux dans la steppe. À tel point d'ailleurs que l'histoire secrète fait dire à une Gulbesu un peu trop confiante que c'est pas une confédération de cutéreux de Mongols puant la mort et aux fringues dégueulasses qui vivent à l'autre bout de la steppe qui vont venir leur chier dans les bottes, qu'on les laisse patauger dans leur bouse loin là-bas à l'est. À la rigueur, ajoute-t-elle, faudra quand même choper leur princesse. On leur lavera les pognes et on les enverra traire le bétail. Dans le genre pécor mal dégrossi à se poser là. C'est le problème des filles de chefs de clan. Il n'y a pas si longtemps, c'était un repère de pouilleux, pas plus. Puis après, avec votre idée de fédération, ils se sont tous pris pour des rois des princesses. Toute la clique, c'est des gros cons, ni plus ni moins. Curieusement, je peux pas franchement vous donner tort. Les commandants de Naiman, eux, dont le vieux Kuksagus Abrach, qu'on a vu à l'époque dérouiller les Kerate pour le compte de Buyruq avant de rejoindre Taiyang Khan, sont un peu plus réservés, mais dans tous les cas, la guerre semble inévitable. Taiyang Khan, toujours donc à la recherche d'alliés, envoie en février 1204 au seigneur Alakhush des Ungut, encore neutre, un message lui proposant de devenir son aile droite pour ainsi affronter conjointement Temujin, qui prend effectivement et définitivement trop de place dans la steppe. L'idée n'est vraiment pas mauvaise, dans la mesure où les Ungut non seulement sont nombreux et vivent au sud-est du Gobi, ce qui serait ainsi pratique pour prendre Temujin à revers, mais en plus, ils sont nestoriens et d'origine turcique, 2 points qu'ils partagent avec les Naiman, ce qui pourrait donc d'autant plus aller dans le sens de leur collaboration. Ah oui, mais non. Alakhush non seulement prévient Temujin, mais en plus se soumet, lui et son peuple, à son autorité. Pourquoi ? Bon, déjà le lac Baljuna, a priori, c'est pas loin de chez lui, donc il a déjà dû avoir des contacts avec. Et de fait, ils s'entendent bien, à tel point d'ailleurs que Temujin offrira un jour sa fille en mariage à Alakhush, qui la refilera à son fils en prétextant sa propre vieillesse. Si c'est la même que la dernière fois, Khwajin Beki, ça fait quand même 3 fois qu'on lui rembarre sa ptiote, au Borjigin. Il va finir par se fâcher. Ou alors, toutes ses filles sont moches. Je sais pas. Mais en plus, Alakhush sert les djinns comme auxiliaires, lui aussi. Djinns qui n'ont a priori aucun intérêt à soutenir le camp le plus puissant, les Naiman, face qui plus est à un ancien gars de chez eux. Je rappelle que Temujin a bossé pour eux, obtenant ainsi son titre militaire de Djaout Khoury, face au rebelle tatar Djun. Ils ont donc peut-être dit à Alakhush de plutôt le soutenir lui, pour maintenir un certain statu quo dans la steppe. Et heureusement pour Temujin d'ailleurs, puisque même sans les Ungut, les troupes des Naiman et de leurs alliés sont bien plus nombreuses que les siennes. Or, pour pallier à ça, l'histoire secrète nous dit que c'est là que lui vient l'idée de former, ou a priori plutôt d'agrandir en réalité, son propre Keshig, s'inspirant en ça de celui de Toril. Le Keshig, c'est à la fois sa garde rapprochée, avec 80 gardes de nuit et 70 de jour, autant que l'élite de ses troupes, avec une avant-garde au combat de 1000 hommes lourdement armés, et de son administration. Je vous passe les titulatures, il y aurait du matos pour une vidéo entière. L'institution évoluera considérablement, notamment dans ses chiffres, qui atteindront déjà, à la fin de sa vie, plusieurs milliers de gonzes, mais il fallait bien commencer quelque part. Essayez de faire un rang à peu près correct. On part en mission diplomatique, on n'a pas bien le temps pour vos imbécilités. Non mais c'est bon, ils sont prêts. Ah oui, ils ont l'air.
Oh, puis y a pas à dire, hein, les costards de la garde royale, ça a quand même une sacrée gueule. Ils sont pas finis de coudre, les costards, c'est quand même pas ma faute. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fout de vos peines cul? Mais il n'y a pas que ça. L'idée lui viendrait alors aussi, mais j'insiste sur le conditionnel, de mettre en place le formidable système décimal qui rendra l'armée mongole invincible, dit-on. 10 hommes font un Narvan, 100 hommes font un Jaun, 1000 hommes font un Mingan, 10 000 hommes font un Tumen. Et à leur tête, un homme sur 10 dirige l'Arvan, un dizainier sur 10 dirige le Jaun, un centenier sur 10 dirige le Mingan, un kiliarque sur 10 dirige le Tumen. En gros, parce que la réalité est plus complexe que ça. On y reviendra. Et donc, ce système, dont on parle depuis le début de cette série, et qui est déjà là depuis au moins les Xiongnu, donc le 3e siècle avant notre ère, c'est lui qui l'a inventé, dis donc. Et ce sont les Xiongnu qui ont envoyé un mec dans le futur pour lui piquer l'idée, j'imagine. Vive l'impartialité de l'histoire secrète. 4 mots, courant, historiographique, alternatif, mongol. Ça va vous changer la vie. Enfin, vous peut-être pas. Moi dans mon taf, si. Mais finissons-en d'abord avec le récit traditionnel de son accession au pouvoir. Bref, maintenant qu'il vient tout juste d'inventer ce système que bizarrement il a déjà utilisé au début de sa carrière face au Merkit, ou face à Jamukha Atalan Baljout vers 1186, ou en ayant déjà promu Djébé par exemple aux différents grades qu'implique ce système, bon d'accord j'arrête, il réunit un Koriltai pour consulter ses lieutenants et dignitaires. Tous, ses frères Belgutei et Temugé notamment, sont relativement d'accord avec l'idée du conflit, ne serait-ce que parce qu'il semble assez inévitable, mais tous sont aussi conscients d'être moins nombreux que les Naiman. Néanmoins enhardi par la résolution de ses commandants, Temujin consacre la bannière de guerre lors de la fête de la Lune, soit quelque part entre le printemps et l'été 1204, et part au combat contre la plus puissante force de la steppe, sans d'abord rencontrer personne, à en croire Rashid ad-Din. Ils n'ont pas l'air tellement là. On devait les affronter ici, en pleine forêt. Ça, faut admettre, comme affrontement, c'est plutôt calme. Ce serait donc seulement en automne que ces troupes, remontant la Kevrilen, repartent en guerre contre les Naiman, avec en éclaireur les chiens féroces Djébé et Khubilai. Toujours pas le petit-fils de Temujin, surtout si je viens de vous expliquer que Sadosh, Solgartani, vient à peine de se maquer avec son daron. On sait que les enfants mongols apprennent très tôt à monter à cheval et à tirer à l'arc, mais enfin pas à l'état spermatozoïde et d'ovule, a priori. Le souci majeur de cette expédition, semble-t-il, c'est que soit à cause de la saison, soit à cause des chevauchées faites en tous sens pour mater les rébellions récentes qu'on a évoquées, les canassons des gars de Temujin n'ont pas assez bouffé, ce qui pourrait vite s'avérer dangereux pendant les combats. Or, les éclaireurs de Djébé et Khubilai tombent d'un coup nez à nez avec ceux des Naiman, dans la steppe Sahari, le long de la rivière du même nom, et se foutent évidemment sur la gueule. Le souci, c'est que les Naiman capturent un cheval mongol, qui est donc assez maigrichon, ce qu'ils s'empressent de rapporter à la cour Naiman comme super bonne nouvelle. Connaître à l'avance les faiblesses de l'ennemi, c'est plutôt bonnard. D'aucuns disent plutôt que c'est à l'inverse une ruse du Borjigin, visant à faire croire que ses chevaux sont épuisés, ce qui serait peut-être partiellement confirmé par le Yuan-She, qui nous dit que si les Mongols ne partent en guerre qu'à l'automne 1204, et pas avant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé les Naiman, ils sont pas cons à ce point-là non plus, mais c'est précisément parce qu'ils ont pris le temps de faire brouter leurs chevaux. Sauf celui-là du coup. Bref, dans tous les cas, arrivés dans la steppe Sahari, les troupes mongoles dressent le camp, hommes et bêtes étant épuisés après leur longue marche. Sachant que le sale état, relatif comme on vient de le voir, de leurs chevaux est désormais connu de l'ennemi, et que les hommes rincés ne sont guère en état de combattre tout de suite, l'un des commandants de Temujin a une idée brillante. Littéralement d'ailleurs. Chaque homme doit allumer 5 feux de camp. Sire, nos hommes commencent à allumer des feux. Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'ils foutent? Tiens, mais ils font ce que je vous ai dit! Ouais, non, c'est pas forcément des côtelettes. Je crois que c'est de la volaille, sire. Nicoclet, farandole de champignons. Alors non, pas pour la bouffe, mais pour faire croire à la patrouille Naiman, qui à coup sûr les observe, qu'ils sont innombrables. Ce qui devrait d'une part démoraliser la patrouille Naiman, et de l'autre la dissuader d'attaquer, laissant donc le temps aux Mongols de se reposer et aux bêtes de brouter. Ou l'inverse, je sais plus. Oui alors bon, je vous arrête avant que, comme les chroniqueurs, vous ne hurliez au génie militaire des hommes de Temujin et de celui-ci. Le Yuan-She, par exemple, dit que Thoril a déjà fait un peu le même coup en 1198-1199, à la veille de la bataille contre les Naiman, dirigée par le général Kuksagus Abrach. Et ce, non pas histoire de faire croire qu'ils étaient plus nombreux que prévu, mais pour faire croire à son allié Temujin que les Kereites sont toujours là, alors qu'en fait ils se sont barrés pendant la nuit. En tout cas, là, ça marche parfaitement. La patrouille Naiman, effrayée de cette multitude, prévient le Pétochar, selon l'histoire secrète, Tayankran, qui à son tour doute et prévient son fils Kutchelug.
Ok, leurs carnes crèvent peut-être la dalle comparée à celle des Naiman, mais ces cons là, ils sont plus nombreux que les étoiles, comme si la steppe entière marchait derrière le Khan mongol. Et dans ce cas-là, ne vaudrait-il pas mieux, propose-t-il, se retirer sur le versant sud de l'Altaï, plus près des bases Naiman, pour forcer les Mongols à une course-poursuite matinée de guérilla, afin d'épuiser encore plus leur canasson et leur morale, pour mieux se retourner ensuite au dernier moment et les achever sur un terrain que les Mongols ne connaissent pas, mais que eux, les Naiman, maîtrisent à la perfection. Le fiston, qui donnera bien du fil à retordre plus tard à Chinggis Khan, se met alors en rogne contre son daron. Comment les Mongols de Temujin pourraient-ils être aussi nombreux, puisqu'une bonne partie d'entre eux est avec les Naiman, derrière Jamukha et les autres aristocrates mongols? Pour flipper autant, faut vraiment, je cite, que son père soit devenu une femmelette qui n'irait pas plus loin qu'un veau attaché à une roue et cherchant à brouter, ou qu'une femme enceinte jusqu'aux yeux sortant de la yourte pour aller pisser. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Oui, sauf que personne ne le contredit, en l'occurrence, les commandants de Taiyang Khan étant assez d'accord avec Kutchuluk. Du temps d'Inanchab Bilge Khan, on n'aurait jamais tourné le dos à l'ennemi, quitte à filer le commandement militaire à une gonzesse, on aurait mieux fait de le filer à Gurbessou qui, elle, aurait eu plus de couilles, que c'est dommage que le vaillant Kuksagus Abrach soit désormais trop vieux, qu'il n'y a plus de discipline dans l'armée, qu'il faut pas s'étonner si les Mongols gagnent, etc., etc. En gros, make Naiman great again. Après quoi, il quitte le conseil Furax. Bon, évidemment, tout ça c'est de l'histoire secrète. Rashid ad-Din n'humilie pas autant Taiyang Khan, quoiqu'il raconte quand même le coup du commandant vénère, qui veut pas tourner le dos à l'ennemi et qui regrette que Gurbessou dirige pas l'armée. Ce qui est déjà pas mal. Alors qu'en vrai, merde, il est pas mal son plan. D'autant plus que les peuples de la steppe ont toujours pratiqué ces redoutables courses-poursuites volte-face, appelées combat de chien, le Nochai Kalel Kere, pour mieux affaiblir l'ennemi. C'est quoi l'idée? Quand ce sont les Mongols qui le pratiquent, c'est du génie militaire, quand ce sont les autres, c'est de la lâcheté pure? Après, si Taiyang Khan était vraiment, le reste du temps, aussi lâche et mou qu'on le dit, on peut imaginer que sur ce coup, ces hommes y ont vu plus de couardise que de stratégie. Bref, dans tous les cas, qu'il ait eu la main forcée ou pas, Taiyang Khan décide alors de livrer bataille frontalement et, traversant la rivière Orkhon, arrive aux abords du mont Nahu, au lieu dit Chakermaut, qui donnera son nom à la bataille à venir. Avec lui marche tout ce que la steppe compte encore d'hostile aux Borjigin, pour changer. Ses alliés Merkits de Tortoa, les survivants tatars, les Kereit d'Alin Taishi, peut-être même les Oirat de Khudukha, les Mongols, des Durbet, Khatagin, Saljut, et pas des Djadjerat de Jamukha finalement. Pourquoi? Eh bien parce que Jamukha, il a du flair. Ou plus exactement en l'occurrence, une bonne vue. Ça va chauffer! En effet, en face, Temujin décide avec ses commandants d'une stratégie adaptée. Profiter de leur nombre restreint pour mieux exploiter leur mobilité. Il décide donc d'avancer en ordre de marche Karagana, sorte de petit acacia sibérien touffu et compact, parce que pourquoi pas, ce qui consiste à avancer soit en ordre compact et serré, soit en plusieurs petits groupes en contact les uns avec les autres, mais faisant profil bas. Formation buisson, en gros. Oui bah merde, hein. Si vous voulez de la stratégie bien vulgarisée, barrez-vous sur le champ. Enfin, sur le champ. Après quoi, ils tiendront la formation du lac, qui soit se répand par vagues, soit de manière homogène pour mieux encercler l'ennemi, et enfin ils se battront en formation ciseaux, pénétrant profondément les rangs ennemis pour mieux les diviser ensuite. Tellement de vannes possibles. Il mènera ainsi l'avant-garde lui-même, son frère Khassar le centre, le Khol, et son cadet Temugé la réserve. Or, connaissant bien son vieil Anda, et voyant au loin cet ordre de bataille qu'il est en train d'adopter, Jamukha se dit que les Naiman n'ont guère de chance de victoire, et décide donc de désengager ses troupes. Taiyang Khan ne s'y trompe pas non plus d'ailleurs, puisqu'il décide de retirer les siennes sur le versant du mont Nahu pour plus de sûreté. Higher ground, tout ça. Mais étrangement, Jamukha ne part pas pour autant, selon l'histoire secrète. Il reste aux côtés de Taiyang Khan pour le démoraliser. En effet, la bataille est lancée, et au fur et à mesure que les combats font rage, à chaque fois que le Khan Naiman, sur sa montagne, voit se détacher une troupe mongole, il demande qui c'est, et Jamukha prend un malin plaisir à lui répondre. Ce sont les 4 chiens féroces qui se nourrissent de chair humaine, les Urut et Mankrut, redoutables troupes d'élite, Khassar, large comme 4 et nourri à la chair humaine par sa mère quand il était petit, Temugé, le toujours attentif qui ne dort jamais, Temujin, l'invincible, etc., etc., etc. Et à chaque évocation, Taiyang panique un peu plus et recule toujours plus haut sur sa montagne, au point
d'arriver tout en haut. Voilà, on n'est jamais trop prudent. À quelle distance croyez-vous qu'il faille se tenir de moi pour prendre le moins de risques possible? Je dirais que c'est à peu près là. Après, le risque, c'est les tirs de flèche. Disons que ça me semble un bon compromis. Il semblerait même que le lyrisme des descriptions de Jamoucha, mêlé à la férocité des combats qu'il voit se dérouler en bas de la montagne, ça le met dans un tel état de panique, le Tayankran, que selon l'histoire secrète, qui nous dit que Jamoucha prévient ensuite Temujin de ce service qu'il lui a ainsi rendu, il n'y a plus qu'à parler un peu fort pour qu'il s'effondre définitivement. Bon, je vous raconte tout ça pour le côté drôle et épique, limite façon chanson de geste d'ailleurs, mais c'est sans aucun doute du pipeau comme d'habitude. Rashid ad-Din n'en dit rien, et le Yuan-She nous dit même que Jamoucha se barre tout de suite après avoir vu la formation mongole. Et puis, si Jamoucha avait fait tout ça pour aider Temujin, ou du moins dans l'espoir d'habilement retourner son DEL au dernier moment, une fois de plus, il aurait cherché à rejoindre Temujin ensuite, ce qu'il ne fera pas, on va le voir. Tout de suite, promis, tout de suite. Posez ses cailloux! Plus simplement, on peut supposer que son désistement a été motivé, certes par le constat de la supériorité de la stratégie déployée par son Nanda, mais peut-être aussi surtout par le fait qu'il ne pouvait avoir aucune certitude quant à la fidélité de ses propres guerriers mongols. Bah oui, ils sont pas fous les gonzes. Si les choses tournent mal pour les Naiman, ce qui d'emblée semblait donc assez certain, pourquoi les Djadjirad s'emmerderaient à crever pour eux, alors que leurs compatriotes mongols sont en face, avec un seigneur plus méritocratique semble-t-il, en train qui plus est de créer ce qui ressemble fort à un nouvel âge d'or mongol? Faudrait crever au nom des intérêts d'une poignée d'aristocrates jaloux, refusant de plier le genou devant Temujin et cramponnés à leurs privilèges? C'est ça l'idée? Ah bah chacun sa merde, hein. On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas venu pour ça, non. C'est le peuple qui sait. T'as vu combien nous sommes? Il est en tout cas probable que la défection des Djadjirad a bel et bien pesé dans la balance en défaveur des Naiman et de leurs alliés, et ce d'autant plus qu'on peut imaginer que si les Djadjirad ont bien réfléchi dans le sens que je viens d'évoquer, les autres guerriers mongols, Durben, Khatagin, Saljout, etc., ils ont pu en faire autant, soit de leur propre chef, soit en imitant les Djadjirad déjà partis. Encore une fois, ils ont qu'à sortir les doigts tout seuls, les aristocrates péteux. Les Naiman finissent donc encerclés en haut du mont Nahu par l'armée de Temujin, qui dresse carrément son camp autour. Dans un univers où la chasse, considérée le plus sérieusement du monde comme un entraînement pour la guerre, consiste à resserrer progressivement mais inexorablement le cercle des rabatteurs autour des proies pour n'en rien laisser sortir, ça commence à sentir la curée. Et je dis pas ça parce qu'ils sont nestoriens. De toute façon, Tayankran, blessé de très nombreuses coupures, ce qui montre donc qu'il s'est battu, faut pas déconner, a fini par tomber, inanimé. Ses commandants tiennent encore bon, essayent tant bien que mal de le réveiller, en ranimant son courage ou en évoquant ses femmes l'attendant au camp pour festoyer et tout ça, mais rien n'y fait. Il meurt ainsi à petit feu, sans bouger, tandis que beaucoup de Naiman cherchent à s'enfuir dans la nuit, pourchassés par les Mongols, tombant malgré eux du haut des falaises et au fond des crevasses. À la fin, seuls les vaillants commandants de Naiman défendent toujours de leur corps ce qu'il reste de leur Khan. Face à leur courage et leur fidélité à leur seigneur, Temujin leur offre la vie sauve à plusieurs reprises, mais ils refusent. Ils continuent à se battre, ce qui l'impressionne beaucoup et conduit bel et bien à leur mort héroïque. Les puissants Naiman de Tayankran sont ainsi vaincus à leur tour. Néanmoins, désormais héritier titulaire du Khanat de son père, Kutchulug et quelques Naiman parviennent malgré tout à s'enfuir chez l'oncle de celui-ci, Buyruch, qui dirige depuis la mort de son père Inancha Bilge Khan l'autre moitié des Naiman, de l'autre côté de l'Altaï, au nord. D'ailleurs, on peut s'interroger. Pourquoi celui-ci, si la survie des Naiman était en jeu, n'est pas venu prêter main forte à son frère Tayankran? C'est moi, ton frère. Mon frère, je l'emmerde. Vous avez raison, il est devenu fou. Ça, il y a de fortes chances, oui. Déjà, il y a moyen qu'ils se soient disputés le mariage de Gurbesu, à la mort de leur père. Et quand Buyruch s'est mangé 2 fois de suite Temujin et Toaril, en 1198-1199, puis en 1201, Tayankran n'a pas bougé le petit doigt apparemment. Pire, Köksagus Abrach a même déserté le premier pour le second. Après, plus simplement, Buyruch est peut-être juste pas remis de ces 2 défaites, justement, ce que soutient le Yuan-She. En tout cas, il aurait peut-être dû aider quand même, parce que ça va finir par être son tour un jour ou l'autre. Quant aux alliés des Naiman, soit comme les derniers clans mongols rebelles, Khatagin, Saljout, Durbet, ou comme les derniers Tatars, se soumettent définitivement, soit comme Jamoucha et les Melkites de Tortoa, ils parviennent à se barrer juste à temps pour ne pas être contraints, précisément, à la soumission. Quant aux aristocrates qui ont mené tous ces clans contre lui,
parfois depuis plus de 20 piges. Ils sont exécutés. Altan et Khuchar, notamment, et peut-être même Daritai, s'il n'a pas changé de camp avant ça, qui sont pourtant parents de Temujin, vont y passer. Temujin, grand vainqueur, peut ainsi entrer en triomphe dans le camp des Naiman de Tayankran, où il fait venir Gurbesu, la Khatoun, féminin de Khan, ne serait-ce qu'histoire de lui balancer, selon l'histoire secrète, « N'est-ce pas toi qui disais que les Mongols puent ? Dans ce cas-là, pourquoi être venu à moi désormais ?» Avant de l'épouser de force. Faudrait peut-être qu'il arrête d'humilier les princesses vaincues, ça pourrait dégénérer un jour. On y reviendra. Mais on y reviendra. N'empêche, camarades, après moult revers, ça y est, Temujin a enfin unifié les différents Mongols sous sa bannière et vaincu les grandes puissances de la steppe qu'étaient les Tatars, les Kereits et désormais les Naiman. Tout ça 18 ans précisément après son élection comme Khan des Borjigid. Ça valait le coup de s'accrocher. À moins qu'un chaman le lui ait prédit. Ok. Dans 18 années, exactement, les planètes seront en parfait alignement. Oh, ça rime en plus. Mais comme on l'a vu, ces 18 piges lui ont surtout appris qu'on ne peut faire confiance à personne et qu'aucun repos n'est possible tant qu'un seul seigneur nomade peut encore aller chercher du soutien ailleurs pour contester son pouvoir. Il va pas prendre le risque de bêtement se reposer sur ses lauriers si c'est pour refinir esclave des djinns, cloué sur un âne de bois ou en exil chez les Sia. Il doit donc être implacable. Ou alors il aime vraiment ça, être implacable. Ce qui m'étonnerait pas non plus. Typiquement, la moitié des Naiman sont encore indépendants, sous le règne de Buyruh, et Kutchulug, son neveu, médite sa vengeance à sa cour. Pire encore, les Merkites, qui emmerdent Temujin depuis plus de 20 ans, viennent à nouveau lui filer entre les doigts, et ont eux aussi cherché à agréger autour d'eux les quelques derniers irréductibles de la steppe qui ont échappé à la soumission imposée. Ce sera donc vers ceux-ci que le Khan mongol se tourne ensuite. Ayant pris le temps de refaire ses forces, il part s'occuper d'eux définitivement vers l'automne-hiver 1204, assiégeant et prenant leur place forte, une à une. Oui, parce que, je le répète, brièvement, les nomades savent construire et assiéger. Ils n'ont pas besoin, contrairement à ce qu'on lit souvent, des ingénieurs chinois ou arabes ou occidentaux pour ça. Courant historiographique alternatif. Vous avez l'idée. Les uns après les autres, les différents clans merkites sont donc soumis et intégrés à son Nurus, tout comme leurs princesses sont mariées à ses dignitaires et ses fils. Tolegene Khatoun, par exemple, fille de Tortoa, devient ainsi la célèbre épouse de Gudei, qui un jour régentera rien de moins que l'Empire dans son ensemble, de la mort de son mari en 1241 jusqu'à l'élection de son fils Guyuk comme grand Khan en 1246. Encore une figure à peine influente de l'histoire médiévale eurasiatique, quoi. On avait un petit peu abordé aussi d'ailleurs, du temps de Plancarpin et Rubruck, et que j'aimerais bien évidemment aborder un peu plus dans le détail une autre fois. Bon, il y a bien un petit malin, Dayer Usun, seigneur du clan Ouas des Merkites, qui tente de la lui faire à l'envers en se soumettant d'abord, sa fille sous le bras comme cadeau, pour mieux se rebeller ensuite depuis sa forteresse. Mais il y passe finalement comme les autres. Seuls Tortoa Beki et ses fils Khudu et Chilaun parviennent à s'enfuir une fois de plus à la cour de Buyruh, le second Khan Naiman. Celui-là, s'il a encore 2 sous de jugeote, il devrait arrêter d'accueillir les rescapés. Ne serait-ce que s'il tient à ses miches, Ou alors qu'il se batte avec eux, mais cette espèce d'entre-deux à la Suisse, là, je suis pas sûr que ça paye. Non, mais je crois que c'est plus simple que ça. Vous êtes une fiotte. J'ai épousé une grosse tati, voilà. Mais quand on le formule, ça pose pas de problème, en fait. Mais ce n'est pas là que l'inarrêtable Mongol dirige ses troupes ensuite. Dans la foulée, en janvier 1205, vu que la majorité de la steppe lui est désormais acquise, Temujin décide d'aller voir un peu plus loin. L'armée mongole part ainsi mettre le siège à la puissante forteresse Tangut de Ligi, ou Ligi, je ne sais pas, dans le royaume Xia, qui ne tient pas longtemps avant d'être mise à sac. Il ravage peut-être même une ville, sa première. Faites gaffe, j'ai peur qu'il y prenne goût. Une idée, comme ça. Bien que les sources ne soient pas très bavardes sur l'année 1205, il semble consolider son pouvoir dans la steppe, où des rebelles ne doivent pas manquer de se manifester encore pendant quelque temps, tentant vainement de s'allier entre eux face au rouleau compresseur Borjigid. C'est comme ça qu'au printemps 1205 notamment, Tortoa Beki, allié au revanchard Kutchulug des Naiman et à d'autres, meurt finalement d'une flèche sur le champ de bataille, après avoir chié dans les bottes de Temujin depuis l'enfance de celui-ci, ou presque. À force, ces derniers opposants irréductibles, comme les 2 princes merkites ayant récupéré la tête de leur père Tortoa comme souvenir,
ou Küçülüg, l'héritier du trône Naiman, ne peuvent plus trouver un seul refuge dans la steppe. Bon, il y a bien encore l'oncle de ce dernier, Buyruq et ses Naiman, mais encore une fois, son absence des combats semble indiquer qu'il tient à rester en retrait. Bon, ce qui n'empêchera pas qu'il va se faire démonter à son tour dans le courant de l'année 1206. Il connaît pas Temujin, lui. Leur steppe natale n'ayant donc plus aucun asile à leur offrir, ces increvables vont désormais devoir chercher plus loin encore un potentiel asile autant qu'un potentiel soutien chez d'autres nomades ou semi-nomades de la steppe eurasiatique comme les Khangli ou les Karahitai, ou plus loin encore la puissante et immense confédération Kipchak, que l'on appelle Kouman en Europe, et qui règne donc sur l'essentiel de l'ouest de la steppe eurasiatique. Et l'obstination de cette poignée de princes irréductibles va coûter très cher à ces peuples. En effet, ces princes sont loin d'imaginer qu'ainsi ils vont amener dans leur sillage la désolation pour ces peuples. Temujin, n'oublions pas plus les affronts subis depuis l'adolescence de la part des Merkites que le danger que représente l'héritier du puissant Khana Naiman, les poursuivra inlassablement de ses foudres. Enfin, pas forcément lui directement d'ailleurs, il demande surtout ça à ses lieutenants, notamment à son chien féroce Subedei, qui aura ordre de ne s'arrêter qu'une fois sa mission menée à bien. Dût-il parcourir le monde entier pour ça? Alors toi, tu attaques sur les flancs, et moi j'attaque quand l'ennemi est désarçonné. Mais pourquoi c'est jamais toi la première vague d'assaut? Parce que je suis le chef, voilà pourquoi. Mais si vous êtes encore un tant soit peu attentif, vous avez dû vous rendre compte qu'il manquait quelqu'un au tableau. Où est Jamoucha? Sans surprise, il est de ces princes résistant envers et contre tout à Temujin. Il était ainsi aux côtés de Torto Abeki des Merkites et de Küçülüg des Naiman lors de leur dernière grande bataille contre Temujin au printemps 1205, avant l'intégration de leurs guerriers et de leurs biens dans l'Ulus Borjigin et l'irrémédiable exil de leur prince hors de la steppe désormais mongole. Ensuite séparé de son clan, les Djadjerad, peut-être parce que ceux-ci en ont bel et bien eu définitivement marre d'avoir à se battre contre les Mongols quand tous les autres clans ont fini par rejoindre le Khan Borjigin de gré ou de force, il ne lui reste plus que 5 compagnons, avec qui, réfugiés dans les montagnes Wola, ils se font sobrement, mais assez tristement honnêtement, griller un bouquetin. Quand soudain, les 10 compagnons lui tombent sur le rable, le saucissonnent et le livrent à Temujin. Faut les comprendre les gars, je veux dire, on sait déjà qu'il risque de leur arriver des bricoles, mais apporter à Temujin, son pire ennemi, son plus ancien rival, son frère juré qui tant de fois l'a trahi, ça peut a priori pas leur valoir grand chose de pire que de bouffer une chèvre galeuse le cul posé sur un caillou par fidélité pour un zinzin incapable de penser à autre chose que la jalousie et la vengeance, en étant obligé de se planquer des 99% restants de la steppe qui cherchent à tout prix à leur mettre le grappin dessus. Oui mais perdu, évidemment. Une fois devant le puissant Khan mongol, et à la demande de Jamoucha probablement d'ailleurs, ils sont exécutés. On l'a dit et redit. Il n'aime pas qu'on trahisse son seigneur. Fallait sagement manger son bouquetin. N'empêche que trahison ou pas, ça permet quand même à Temujin de mettre la poigne sur celui qui depuis 20 berges lui est opposé en tout, a toujours tout fait pour contribuer à sa perte, et l'a peut-être même vendu comme esclave loin de la steppe pendant 10 piges. Chacun son tour? Traître, tu es encore plus lâche que je ne croyais. Vendez-le, je ne veux plus jamais en entendre parler. Hey! Sauf qu'il s'agit également de son Nanda, son frère juré, un lien si sacré dans la steppe que le tuer serait encore pire qu'un fratricide. Mais le laisser vivre, vu le nombre de fois où il a manigancé contre lui, c'est pas une super idée non plus, surtout si c'est pour lui courir après jusqu'à l'autre bout du globe. Compliqué, donc. Selon l'histoire secrète, la seule source qui mentionne ce profond dilemme de Temujin et le sort de son némésis Jamoucha avec autant de détails, le Borjigin rappelle alors au Djadjerad, dans un passage hautement dramatique, tout ce que ce dernier a fait pour lui, afin d'essayer de le convaincre de le rejoindre comme compagnon une dernière fois, en oubliant le passé. Mais Jamoucha l'interrompt aussi sec. Quand j'aurais dû être ton compagnon, je ne l'ai pas été. Désormais, mon ami, tu as pacifié les peuples de cette région et unifié les différents territoires. Le trône suprême est à toi. Maintenant que le monde est à ta disposition, à quoi te servirais-je comme compagnon? Au contraire, mon ami, je m'immiscerai dans tes rêves dans la nuit noire, je troublerai ton cœur en plein jour, je serai un pouls dans ton col, une épine dans le revers de ton manteau. Si tu veux me faire une faveur, ajoute-t-il, laisse-moi mourir rapidement, et ton cœur sera en paix. Et si tu y consens, qu'on me tue sans verser mon sang.
Une fois mort et mes os enterrés dans une haute montagne, je te protégerai à jamais et veillerai telle une bénédiction sur la descendance de ta descendance. » Temujin, la mort dans l'âme, est bien obligé d'admettre la véracité de ce discours et finit par exaucer le vœu de son alter ego, avec qui, dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pu accomplir de grandes choses. Alors oui, mais bof, parce que Rashid ad-Din, lui, nous dit beaucoup plus prosaïquement que Temujin confie Jamoucha à son cadet Temuge, qui va prendre un malin plaisir à son exécution. À un autre moment, il nous dit aussi que c'est en fait son cousin Elgigidei qui lui accorde une longue agonie par démembrement. Et curieux, c'est pas pareil que l'histoire secrète. Après, c'est pas incompatible. Pas forcément, un bon politique se reconnaît avant tout à la finesse de son ambiguïté. Oui, je comprends. Et puisque vous êtes fidèle à vos principes, je vais vous faire canoniser. J'aperçois ma maison! De toute façon, on peut se le dire maintenant. Le rôle de Jamoucha, ainsi systématiquement mis en avant par l'histoire secrète par rapport à toutes les autres sources impériales mongoles, a quelque chose de louche. Or, pour Christopher Atwood, un bon élément de compréhension serait de regarder du côté du motif littéraire, particulièrement dans la tradition d'un bouquin connu dans la steppe à l'époque, un certain roman d'Alexandre. Mais on y reviendra. N'empêche que ça y est, Temujin est désormais seul. Targutai, Tortoa, Tooril, Sacha, Taiyang, Altan, Huchar, Daritai, Jamoucha et tant d'autres, tous ceux qui se sont opposés à son ascension sont morts ou en fuite loin de leur steppe natale, qu'ils ne sont pas près de revoir. Le voilà à la tête d'un seul peuple, celui des tentes de feutre, pour la première fois solidement unifié, peuple qu'on n'appellera désormais plus Naiman, Kereit, Tatar, Merkit, Ungut, Oirat, Durbet, Khatagin, Saljut, Ungirat, mais mongols. Dans cette steppe où à peine 60 ans avant, tant de pouvoirs et de peuples ennemis s'affrontaient alors sans merci dans un chaos sans nom. Il a réussi. Il peut donc ainsi convoquer, au printemps 1206, à la source de l'Onon, le célèbre Grand Kuriltai, où, enfin, camarades, il entre de plein pied dans l'histoire du monde, et où l'on peut véritablement pour la première fois l'appeler Tchinggis Khan, le grand Khan, le Khan puissant. Et tout ce qu'on a vu n'était que le début de son aventure. Du moins, était-ce le début, selon l'historiographie impériale mongole postérieure. L'examen des sources, depuis quelques années, fournit d'autres grilles de lecture potentielles qui sont souvent plus cohérentes, assez déroutantes, il faut le dire, et suscitant pas mal de questions. Déjà, ne nous serions-nous pas complètement fourvoyés, notamment depuis le 19e et ses tropismes occidentaux, pour rester gentils, dans notre compréhension de la steppe médiévale et de ses structures sociales et politiques. Ensuite, n'avons-nous pas un peu trop aveuglément fait confiance à ces fameuses sources? N'aurait-il pas plutôt, ce cher et rusé Temujin, beaucoup plus simplement et beaucoup moins héroïquement, usurpé une énorme part des mérites qu'on lui prête? Il n'y a qu'à voir un détail, histoire de vous mettre en appétit. Le Kuriltai de 1206, dont je vous ai dit par le passé qu'avec la date de 1196, c'est la seule dont on soit sûr. Kuriltai, qui est fêté tous les ans par les Mongols comme la date anniversaire de la fondation de l'Empire, ce Kuriltai n'a peut-être jamais existé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Vidéo qui vient clôturer un gros cycle de 8 vidéos au total. Donc non, pas un si gros cycle que ça, mais au moins ça vient clôturer quelque chose qui est assez rare sur cette chaîne pour être souligné. Donc, ça vient clôturer ce cycle de, on va dire, allez, soyons honnêtes, de contextualisation des débuts de l'Empire mongol. Bref, ça vient clôturer ce cycle et j'en suis bien content. Après, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin des vidéos sur l'Empire mongol. On va en faire d'autres, encore une fois, j'en ai d'autres en tête. Et bien sûr, dans les prochains mois, ça va concerner principalement la prochaine fois le courant historiographique alternatif mongol, que je vous tease depuis un an, et qui va me demander pas mal de boulot, mais je suis ravi de le faire. Vous allez voir, c'est très très cool. Enfin, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira parce que, mine de rien, il y a quand même 2-3 éléments dans ce premier cycle de vidéos qu'on vient de traverser ensemble, qui laisse un peu présumer certains trucs de ce courant. Mais bon, je n'en dis pas plus que ça, on verra bien.
Après quoi, dans la foulée, j'ai prévu aussi éventuellement au moins un, voire 2 ou 3 movies historiques, parce que c'est pas trop compliqué à produire et c'est assez sympa à faire. Puis ça peut vous faire découvrir des films, et ça c'est assez cool. Enfin, j'estime que découvrir des films est quelque chose d'assez cool. Du moins, découvrir des films cool peut être cool. Merci à chacun d'entre vous de soutenir la chaîne, de me faire des retours, de commenter, d'être présent. C'est vraiment très sympa de votre part. Merci en particulier aux Utipeurs et aux tipeurs qui soutenaient la chaîne financièrement, pour le coup, donc de manière à ce que j'en vive et ce que la chaîne perdure et persiste et même s'améliore au fur et à mesure du temps, enfin du moins j'espère. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, n'hésitez pas à soutenir la chaîne soit sur Tipeee, soit plus sur Utip. Et c'est de ça dont il faut qu'on parle un tout petit peu. Lundi dernier, j'ai reçu un mail comme tous les gens qui étaient sur Utip qui disaient « Ah, on ferme demain, liquidation judiciaire, ma gueule !» Bref, courage à tous les employés de cette boîte qui ont conséquemment perdu leur boulot. Sans rentrer dans le pourquoi du comment, de fait, ça signifie que fin avril, Utip ferme définitivement, à moins je crois qu'un repreneur ne reprenne la boîte. Du coup, ça implique que l'argent que vous me donniez, qui était donc d'abord à vous, puis à moi, ne va plus, voilà, c'est fini. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen de mettre ça en place. Si vous voulez continuer à me donner de l'argent pour ceux qui m'en donnent sur Utip, hein, vous avez aussi le droit de ne plus m'en donner du tout, je comprendrai parfaitement. Toutefois, pour ceux que ça intéresserait encore, il faut donc qu'on trouve une alternative. J'aurais dû y réfléchir cette semaine, mais j'ai pris le parti de ne pas y réfléchir du tout, ce qui est vachement intelligent de ma part, parce que je me concentrais en fait sur le montage et sur le fait de sortir cette vidéo dans les temps que je m'étais un parti tout seul, donc en fait c'était un peu débile, mais ça vous avez l'habitude de me voir faire des choses un peu débiles que j'ai décidé tout seul alors que personne ne m'a rien demandé. Bref. En fait, je me dis que c'est aussi l'occasion d'en discuter avec vous, c'est-à-dire si vous avez des plateformes que vous privilégiez, alors je m'adresse ici évidemment aux Utipeurs ou aux Utipeurs potentiels qui aimeraient bien. J'ai vu qu'une partie d'entre vous, et je vous remercie beaucoup, avait déjà fait le transfert vers Tipeee, qui lui, il y a toujours une page Tipeee en cours, donc merci à tous ceux qui l'ont fait. Et pour les autres, donc, il va falloir qu'on trouve une alternative. Alors, il y a plusieurs sites qui existent. Moi, j'y connais vraiment que dalle parce que ces trucs-là m'intéressent finalement assez peu. C'est un peu con parce que mais bon, je suis plutôt concentré sur l'aspect, le fond, puis un peu la forme aussi, avec mon délire sur les enluminures. Mais le reste, les contingences matérielles, tout ça, je fais pas trop gaffe. Donc du coup, je sais qu'il existe Patreon, sur lequel on peut aller. Il existe aussi KissKissBankBank, sur lequel on peut aller, sur lequel une partie des collègues a déjà migré. Voilà, il y a pas mal de trucs, si vous en connaissez d'autres, si vous avez des préférences, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à en discuter aussi dans les commentaires. Surtout donc les Utipeurs que ça concerne, ou les Utipeurs en devenir, qui aimeraient soutenir financièrement la chaîne, comme vous êtes déjà gentils, vous qui n'existez pas encore, ou qui n'avez du moins pas encore pris cette décision, afin de devenir Utipeur, car bien sûr vous existez en tant qu'individu, qui considérez déjà la chaîne éventuellement, mais vous n'existez pas forcément en tant que Utipeur, ce qui n'est un statut qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est que vous êtes quelqu'un de gentil et de mécène, et ça c'est cool, donc merci à vous. Donc bref, Utipeur actuel ou en devenir, nous traversons une crise grave que nous allons résoudre tous ensemble dans les prochains jours, puisque ça va être mon prochain objectif de boulot, évidemment, hein, c'est mettre en place une alternative à Utip, puisqu'encore une fois, c'est la moitié des revenus de la chaîne, donc c'est un peu compliqué. Sur ce, merci encore à chacun d'entre vous, que vous souteniez financièrement ou pas, que vous commentiez ou pas, que vous likiez ou pas, merci à tous. Portez-vous très bien et on se dit bien le mois prochain pour enfin le dur du dur du dur, à savoir le courant historiographique alternatif mongol. Et vous allez apprendre, j'espère, plein de trucs qui vont être un peu mindfuck, ça je l'espère profondément, mais ça se trouve ce ne sera pas le cas du tout, donc on verra bien. Voilà, et il y aura peut-être plus qu'une vidéo, ça m'étonnerait pas aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Bref, portez-vous bien, et au mois prochain. Ciao.